20 ans. C'est le temps que ça m'a pris pour répondre à une question. Comment je peux faire avec mon diabète de type 1 pour stabiliser mes glycémies et en même temps avoir la vie que j'ai envie d'avoir? Dans ce podcast, j'invite d'autres diabétiques de type 1. Je donne la parole à ceux qui nous entourent, ceux qui étudient le diabète ou qui le soignent. On partage nos expériences bien sûr, mais aussi des infos et des conseils pour vous aider à mieux comprendre, mieux gérer et mieux vivre le diabète. Quand on parle microbiote, on pense souvent à notre microbiote intestinal et pas forcément à notre microbiote buccal. Pourtant, notre bouche est un petit microcosme à lui tout seul et on ne le sait pas forcément, mais les pathologies parodontales sont la 6e complication du diabète. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Péquillon, mon chirurgien dentiste. Il est hyper pédagogue. Alors, je lui ai proposé de venir nous informer et nous aider à mieux comprendre les liens entre équilibre glycémique et pathologie bucco-dentaire. On fait le point avec lui sur les gestes du quotidien d'une part, du choix d'une brosse à dents ou d'un dentifrice, au secret du révélateur de plaques. C'est parti, on va voir si vous êtes incollable. Comment est-ce qu'on aborde le diabète de type 1 et peut-être d'ailleurs les diabètes pendant votre cursus en dentaire? En fait, déjà, pour ce qui est du dentaire et les répercussions que ça a au niveau buccal, nous, on ne fait pas vraiment le distinguo entre diabète de type 1 ou diabète de type 2. On va plutôt discuter d'équilibre glycémique, en fait, puisque tout part de là. D'ailleurs, tout ce qu'on peut évoquer ou qu'on va évoquer au niveau des pathologies buccales sont en rapport avec un déséquilibre glycémique. Donc, oui, c'est un vrai sujet parce que il y a beaucoup de conséquences, que ce soit au niveau du patient pour sa bouche à lui, c'est-à-dire au niveau des pathologies qu'il peut avoir en bouche par le déséquilibre glycémique, mais aussi par la prise en charge que nous, on va avoir au cabinet. C'est-à-dire qu'en fait, on va séparer les patients en deux groupes, les patients diabétiques, c'est-à-dire ceux qui ont un diabète qui est équilibré, que l'on mesurera, enfin on en rediscutera, et ceux qui ont un diabète qui est avec un équilibre glycémique qui est déséquilibré. Donc là, les prises en charge ne sont pas les mêmes. Et alors concrètement, est-ce que quand vous parlez de prise en charge, est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être plus de vigilance particulière justement chez les personnes qui seront déséquilibrées? Est-ce que... Alors, en fait, la vigilance, elle est tout le temps chez le patient diabétique, qu'il soit équilibré ou pas, parce que, on les détaillera ensuite, mais il y a plusieurs complications qui peuvent survenir au niveau buccal. Après, c'est surtout au niveau de la prise en charge sur les patients qui ont un diabète qui n'est pas équilibré, que la prise en charge va être déjà avec un suivi qui va être peut-être plus poussé et des façons de faire qui seront différentes, des traitements qui seront abordés différemment. Par exemple, ça peut être avec un traitement antibiotique parce qu'il y aura des retards de cicatrisation ou parce qu'on craint qu'il y ait une surinfection par la suite, ou si une pathologie est plus avancée. Un patient qui a un diabète qui est équilibré, finalement, c'est un patient qui n'a pas réellement plus de risques qu'un autre d'avoir des problèmes bucco-dentaires. Donc, les thérapeutiques ne seront pas les mêmes qu'un patient qui a un équilibre qui n'est pas équilibré et qui aura des problèmes de gencives ou des choses comme ça. Du coup, les thérapeutiques ne sont pas les mêmes non plus. Mais de toute manière, il y a toujours un œil qui est quand même plus avisé sur des patients. Là, on parle de diabète, mais ça peut être de plein d'autres choses, où ça peut plus facilement, on va dire, dériver vers le pathologique à un moment ou à un autre. Est-ce que vous constatez dans votre patientèle que les patients diabétiques ont peut-être plus de complications ou globalement c'est plutôt des patients qui peut-être justement eux-mêmes ont une vigilance accrue et qui du coup se retrouvent à avoir moins de complications? Alors, il y a un peu de tout. Il n'y a pas de vraie réponse. Donc, il y a quand même beaucoup de patients qui sont diabétiques et qui sont très au fait déjà de leur pathologie, des potentiels liens avec le bucco-dentaire, même si ce n'est pas systématique. En plus, ce sont des liens qui sont quand même assez récents. On parle de choses qui ont été établies il y a une quinzaine d'années, donc c'est hier en somme. Hein. Donc même au niveau de la prise en charge générale, au niveau des endocrinos, au niveau des généralistes, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aborde systématiquement. Bon, les patients qui ont un diabète qui est équilibré, dans la grande majorité des cas, il y a peu à dire sur leur santé bucco-dentaire par rapport à un patient lambda. Les patients qui ont un diabète qui est déséquilibré ou qui sont plus âgés et qui ont des pathologies associées, qui prennent peut-être plus de médicaments à côté ou qui ont déjà eu des problèmes bucco-dentaires, là, concrètement, le risque de problèmes bucco-dentaires est accru.
par plusieurs facteurs qu'on détaillera, mais c'est vraiment multifactoriel. Après, oui, il y a quand même beaucoup de patients qui sont très au fait de ça et qui, du coup, sont assez réguliers et finalement, on traite ça très bien après, hein. Quand on est au fait, s'il y a de la prévention, si à la maison, dans la salle de bain, ça se passe bien, niveau hygiène, normalement, ça se passe bien. Il y a pas de fatalité non plus. On peut tout prendre en charge. Imaginons pour un diabète qui soit pas forcément équilibré, bon, ça peut être pour plein de raisons, mais souvent c'est notamment dans les premiers temps, quand on cherche encore comment s'équilibrer. Quels seraient peut-être les conseils qu'on pourrait donner, et notamment par rapport à l'équilibre bucco-dentaire, à l'hygiène bucco-dentaire, pour essayer de, voilà, de limiter les risques de complications? En fait, alors déjà, la première chose, c'est de faire des rendez-vous de contrôle chez le dentiste fréquemment. Fréquemment, ça veut dire minimum 2 fois par an, et ça veut dire même et surtout si ça va bien, puisque tous les problèmes bucco-dentaires qui peuvent apparaître ne sont pas forcément symptomatiques, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'en rendre compte au départ et avoir finalement les symptômes que quand c'est déjà un stade qui est avancé. Donc déjà, aller chez le dentiste 2 fois par an, c'est strict minimum, et puis ça vaut pour tout le monde de toute manière, équilibré, pas équilibré, en période d'équilibration ou pas. Ensuite, l'hygiène bucco-dentaire. Alors, c'est le vrai sujet, c'est celui-ci, c'est-à-dire le brossage des dents. Le brossage des dents, c'est 2 fois par jour, minimum, et c'est 2 minutes, minimum. Et 2 minutes, si vous vous chronométrez, en vrai, vous vous rendrez compte que c'est très long et que finalement, peut-être que peu de gens tiennent les réelles 2 minutes en brossant vraiment toutes les faces de leurs dents, les gencives, l'arrière des dents, toute la bouche doit être nettoyée dans son ensemble et il faut à un moment aussi peut-être se dire alors comment est-ce que je brosse mes dents, est-ce que je le fais bien et reprendre cette routine qui est très souvent installée, très mécanique, à laquelle on fait plus vraiment attention, comme quand on prend une douche et qu'on réfléchit pas bras gauche, bras droit, on sait qu'on a tout fait. La bouche c'est pareil, sauf que c'est un peu plus complexe, il y a plus de recoins, on la visualise moins bien. On visualise pas forcément bien sa bouche, jusqu'où ça va, quelle est la dernière dent, l'arrière de ma dernière dent. Donc, prendre du temps à nettoyer ses dents, à les brosser, et aussi à nettoyer, particulièrement dans ce cas-là, et on en parlera ensuite pour les gencives, les espaces interdentaires. Parce que la brosse à dents, elle va nettoyer toutes les surfaces dentaires. Et finalement, le grand oublié de l'histoire, c'est l'espace interdentaire. Donc, il existe plein de moyens de le faire, mais le plus commun, le plus efficace, c'est la brossette interdentaire, qui ressemble à des petits goupillons avec des poils ou en silicone. Il y en a plusieurs sortes, plusieurs tailles. Le but étant qu'elle passe de part en part entre les espaces interdentaires sans se faire mal, sans avoir à trop forcer, mais elle doit quand même passer en nettoyant. Et où le fil dentaire aussi, quand c'est vraiment trop serré, qu'on ne peut pas passer une brossette, le fil dentaire fonctionne aussi. Voilà, déjà, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire permet quand même de base de réduire le risque vraiment significativement. Maintenant, il faut arriver à le faire pour de vrai, il faut le faire au minimum 2 fois par jour. Et puis, ça dépend de l'hygiène alimentaire de chacun. S'il y a des repas vraiment plus fréquents dans la journée, ce n'est pas grave, on multiplie les brossages à ce moment-là, hein. C'est pas mal de choses simples. Peut-être parce qu'elles sont simples, on prend peut-être pas suffisamment le temps de se demander si on les fait déjà correctement. Oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Et puis l'éducation au brossage, on considère qu'elle est ancrée quand on a eu 6 ans un jour et qu'on l'a fait. Et en fait, on ne fait pas forcément tous bien. On nettoie pas forcément l'arrière des dents qui est plus compliqué à nettoyer. Ça demande de la dextérité, ça demande un apprentissage, voire un réapprentissage. Il n'y a pas d'âge pour réapprendre à se brosser les dents et à le faire correctement, au contraire. Et puis après, oui, j'ai évoqué la dextérité à ce moment-là. Il y a des gens pour qui la brosse à dents manuelle, ça va être plus compliqué. Donc à ce moment-là, de passer sur une électrique. On rediscutera un petit peu électrique et brosse à dents manuelle, notamment dans les problèmes de gencives. Ouais. Mais bon, le but, c'est surtout de passer partout et de le faire bien et de le faire au moins 2 fois par jour. Ok. Alors, si on veut s'assurer finalement de bien faire son brossage, est-ce qu'il y a des petites ressources bien faites, pratiques, utiles, peut-être en ligne qu'on peut utiliser Alors, des techniques de brossage, il en existe autant que des vidéos qu'on pourrait trouver sur Internet, je pense. Donc, il y a un truc qui est pas mal, qui peut être assez surprenant d'ailleurs, ça s'appelle un révélateur de plaques. Donc ça s'achète en pharmacie, sur Internet, peu importe.
Vous brossez vos dents, vous y mettez du cœur, vous le faites vraiment avec application. Et puis après, vous mettez quelques gouttes de ce révélateur de plaque sur votre brosse à dents. Vous repassez sur la langue, tout partout. Vous passez votre langue de partout pour en avoir bien dans la bouche. Vous rincez et après, vous regardez. Et en fait, tous les endroits où il restera des bactéries et où ça aura été moins bien nettoyé seront révélés, colorés en rouge, en rose, ça dépend des révélateurs de plaques, en vert, que sais-je. Et ça permettra de voir là où finalement, c'est là où vous passez le moins en fait. Parce qu'il y a forcément des endroits qui sont plus difficiles d'accès ou qui sont négligés sans s'en rendre compte. Et donc, le révélateur de plaques, pour ça, c'est pas mal. Bon, il faut Ok. le faire le soir parce qu'après, vous avez la bouche rouge pendant quelques heures. C'est pas très joyeux, mais bon, ça fonctionne Ok. bien. Après, honnêtement, des façons de brosser, des techniques, il y en a beaucoup. Le standard, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'un brossage, il ne doit pas être traumatique. C'est-à-dire, ça ne doit pas être quelque chose qui est agressif, dynamique, dans le sens un petit peu trop énergique. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de faire ça. Un brossage, idéalement, il est conduit avec une brosse manuelle, par exemple, il va être conduit verticalement, de Mhm. la gencive vers la dent, comme si on voulait que la gencive aille vers la dent, en séparant le haut du bas, en faisant des mouvements de rouleau, en tout cas des mouvements qui sont verticaux. Voilà, ça c'est l'idée générale, c'est celle-ci. Après, des façons de brosser, tant qu'on brosse partout, déjà c'est pas mal. Vertical, c'est le minimum. On a commencé à aborder le sujet des Ouais. gencives, bon, en surface hein, pour l'instant plusieurs fois, mais je pense qu'en effet c'est assez important, hein, vous l'avez déjà souligné et du coup on va essayer d'expliciter ça. Euh, Pourquoi les gencives sont vraiment un point de vigilance particulier, un point d'attention, voilà, un point de risque particulier pour les diabétiques? Alors, en gros, ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait une quinzaine d'années qu'on commence à mettre un peu en parallèle la bouche et d'autres pathologies générales, dont le diabète. Donc, dont il a été, en 95, il y a une étude où il avait été noté que les parodontopathies. Alors, les parodontopathies, tout ce qui est parodontal, c'est tout ce qui est autour des dents. Donc, ça comprend la gencive, l'os, en fait, ce qui attache les dents, l'attache de la dent. C'était la sixième complication du diabète, donc après toutes celles qu'on connaît déjà, les rétinopathies, etc. Le point d'attention, en fait, si vous voulez, c'est que vous pouvez avoir les plus belles dents du monde. Si le système d'attache de ces dents-là va dans le mauvais sens, on va vers ce qu'on appelle un déchaussement, qu'on a longtemps pris comme étant quelque chose d'assez inéluctable dans la vieillesse, où on perdrait ses dents un peu comme on perd ses cheveux, bon, ce qui est tout à fait faux. Donc, vous pouvez avoir les meilleures dents du monde. Si les gencives vont mal, à la fin, vos dents, elles iront mal aussi parce qu'elles seront moins bien attachées. Donc, il risque d'avoir un déchaussement, c'est-à-dire un recul de la gencive au niveau de la dent, une mobilité et à terme, la perte de la dent. C'est une pathologie qu'on va retrouver plus spécifiquement chez les patients diabétiques qui sont déséquilibrés, mal équilibrés, et qu'on sait très bien prendre en charge à des stades qui sont précoces, qui sont plus complexes à traiter, même si on sait le faire, à des stades qui sont avancés. L'avantage, c'est que c'est des choses qu'on sait très bien diagnostiquer en cabinet et qui peuvent, si on reste au schéma dont on parlait tout à l'heure des 2 fois par an chez le dentiste, qui sont toujours prises en charge à temps et qui, du coup, amène ensuite le dentiste à vous expliquer certaines manières d'hygiène, certains protocoles à mettre en place. Mais en tout cas, c'est vraiment la première chose. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aborder au niveau de la bouche et du diabète qui sont en lien. Mais finalement, la conséquence qui serait la plus embêtante, c'est celle-ci. Parce qu'encore une fois, la gencive, c'est ce qui tient vos dents. Donc, il faut qu'elles soient en bonne santé. Et on a aussi, je pense, souvent cette idée que des problèmes de gencives, c'est douloureux, mais c'est peut-être une fausse idée. C'en est une. En fait, c'est pas forcément symptomatique. C'est pas on se rend pas forcément compte qu'on a un problème de gencive ou des problèmes de gencive. Le premier signe, c'est d'abord l'aspect. Pour ça, déjà, enfin, je peux que inciter les gens à regarder leur bouche de temps en temps pour de vrai, c'est-à-dire pas juste se sourire après le brossage, mais aussi regarder un peu les gencives. Les gencives, c'est simple, elles doivent avoir un aspect qui est uniforme. Il ne doit pas y avoir autour des dents un liseré très très rouge ou très très violet. Il ne doit pas y avoir de saignement exagéré lors des brossages. Euh, voilà, le premier signe, c'est quand même celui-ci. Au départ, c'est que la gencive qui attire l'attention. C'est-à-dire qu'on va voir que la gencive est plus rouge, peut-être un peu plus gonflée,
elle va un peu plus saigner. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la gingivite. C'est-à-dire, c'est une inflammation des gencives. À ce stade-là, il faut détartrer, il faut nettoyer, réapprendre à mieux brosser peut-être si jamais les détartrages sont fréquents et que malgré tout, ça s'inflamme. Bon, ça, c'est le premier stade et finalement, il est réversible assez facilement. Le stade au-delà, ça va être la parodontite. Donc, parodontite, c'est l'inflammation de tous les tissus qui sont autour de la dent. Et là, ça va toucher aussi l'os. Si vous voulez, la gencive, c'est comme s'il y avait la dent, la gencive, la dent est plantée dans l'os et la gencive recouvre l'os. Donc, si la gencive commence à descendre un petit peu, l'os en dessous qui tient la dent va descendre d'autant, en gros, va descendre aussi en tout cas. Et c'est ce stade-là qu'on appelle la parodontite. Avant d'arriver à ce stade-là, il n'y a pas forcément de signes très alarmants pour le patient toujours. Il peut y en avoir des saignements, une mauvaise haleine, parfois des abcès, mais pas tout le temps. C'est assez silencieux comme évolution. D'accord, mais c'est seulement à ce moment-là que ça devient en fait vraiment douloureux. Et là, c'est vraiment le stade Ça où... peut l'être, je vous dire, même parfois dans un stade avancé de parodontite, donc d'inflammation qui va au-delà des gencives. Parfois, il n'y a pas forcément de symptômes alarmants pour le patient parce que soit c'est arrivé tellement sournoisement et lentement que son déchaussement, finalement, il s'y est un petit peu habitué. Il n'y a pas encore de dents qui bougent vraiment, mais on n'en est pas loin. C'est pas tout le temps qu'il y a des patients qui parfois découvrent qu'ils ont ce problème-là et nous, on voit bien qu'en fait, c'est pas d'hier qu'ils ont ce problème-là. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas vraiment de symptômes, en fait. Ok. Par contre, en consultation... Oui, ça vous- passe pas inaperçu, c'est pas possible. Ok. D'une manière générale, par rapport au diabète, il y a aussi une compréhension qui, je pense, n'est pas forcément ni très intuitive ni très simple, parce que ça nécessite une compréhension un peu globale du fonctionnement du système immunitaire. La première chose à bien comprendre, c'est que l'hyperglycémie, c'est une inflammation, hein, ça va provoquer une réaction inflammatoire au niveau du système immunitaire, ça va avoir tendance à l'affaiblir un petit peu. Et il y a aussi un phénomène assez immédiat qu'on entend, je dirais, assez régulièrement, par exemple en cas de vaccination, qui est que si le système immunitaire est mobilisé pour une hyperglycémie dans l'immédiat, il va aussi être moins disponible pour gérer un autre type de problème. Le système immunitaire ne peut pas être sur tous les fronts et c'est ce qui se passe notamment, c'est ce qui explique qu'une infection chez un diabétique déséquilibré qui en plus va se retrouver en hyperglycémie dans l'immédiat va être plus difficilement combattue. Là, au final, est-ce que c'est ce qui va avoir tendance à justement aggraver des problèmes de gencives, à peut-être causer des infections qui vont pas être réparées par le système immunitaire et qui du coup vont s'aggraver? Voilà, est-ce qu'on peut réexpliciter ça? Oui, en fait, le point de vue global, c'est celui-ci. Alors, sur le sujet, on manque beaucoup d'études. Il y en a beaucoup qui sont en cours. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Les études qui sont faites jusqu'à présent sur le lien entre le diabète et les dents, le déséquilibre glycémique, et même à l'inverse sur la condition glucodentaire sur l'équilibre glycémique, il y en a peu et pour l'instant, ce sont surtout des résultats d'analyse et d'études qui ont déjà été faites, la synthèse. Maintenant, on sait de toute manière qu'un patient qui n'est pas équilibré, donc comme vous venez de le souligner, il y a plus de médiateurs de l'inflammation déjà, donc ça veut dire que l'inflammation va être favorisée, elle va être peut-être plus importante que ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu ce déséquilibre-là. Le système immunitaire étant affaibli, en fait, chaque petit déséquilibre qui pourrait à la base être pris en charge, peut-être et pas évoluer vers une infection, vont avoir plus tendance à y aller. Il y a aussi beaucoup, et ça touche plus les soins dentaires que la bouche pour le patient, mais par exemple après une extraction, on sait que la cicatrisation chez un patient qui a un équilibre, qui est déséquilibré, va être plus complexe parce que la formation de vaisseau est plus complexe parce que du coup il y a un retard dans la cicatrisation, donc il peut y avoir potentiellement peut-être une infection qui vienne se greffer par-dessus, d'où l'histoire des antibiotiques dont je vous parlais tout à l'heure, en combinaison pour protéger, mais on sait de toute manière que cet état-là, il est global et il est logique que dans un état où le système immunitaire serait diminué, tout petit problème peut devenir un peu plus important. La bouche, elle est ouverte sur l'extérieur. C'est pas un endroit sur lequel on peut mettre un pansement, comme si on s'ouvre le bras, on va poser un pansement et puis c'est assez au sec, à l'air libre et ça se passera bien parce qu'on a désinfecté.
dans la bouche, il y a des millions de bactéries, des bonnes, des moins bonnes. C'est ouvert sur l'extérieur, donc on y apporte des choses tout le temps. Ça ne peut pas être propre, une bouche. Ça ne l'est jamais, une bouche propre. Ce n'est pas possible. Donc, en plus, c'est un environnement qui est tout à fait favorable au développement d'infections potentielles ou d'inflammations potentielles au niveau buccal. Ce qui est peut-être important à souligner, c'est que, bon, en effet, si on n'arrive pas à équilibrer son diabète, il y a un affaiblissement global du système immunitaire, mais que, en termes de levier d'action pour améliorer sa cicatrisation, si on a une opération, etc., il y a aussi ce qui se passe vraiment à l'instant T et que une vigilance particulière au moment où on a des chances de surinfection, on a un vrai besoin de cicatriser, par exemple, c'est aussi très important, c'est-à-dire que c'est pas parce que le diabète est globalement déséquilibré que ce qu'on va faire sur le moment ne va rien changer, quoi. Ça, je pense que c'est aussi important de bien le souligner. Oui, oui. De toute manière, les moments qui suivent, par exemple, l'acte chirurgical, parce qu'on parlait de ça pour des extractions ou quoi, pour la cicatrisation, c'est capital, c'est certain. Et comme vous le disiez aussi, il y a un effet aussi rétroactif que peut avoir bon, l'équilibre bactérien, les désinfections buccales, etc., sur l'équilibre du diabète. Est-ce que ça, c'est des mécanismes qu'on peut expliciter aujourd'hui ou est-ce que ça, c'est plutôt du ressort de la diabétologie en tant que telle? Oui, les mécanismes, ils sont compliqués. On sait que ça peut devenir un cercle vicieux, c'est-à-dire le déséquilibre va créer des problèmes bucco-dentaires et s'ils ne sont pas traités, ils vont entretenir aussi, eux, ce déséquilibre glycémique. Donc, après, les mécanismes exacts, je ne pense pas qu'ils soient même encore vraiment décrits spécifiquement. Pour sûr, on manque d'études. Après, je suis à peu près persuadé on est vraiment à un moment clé de ce genre de compréhension-là, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours, qui sont menées et qui probablement apporteront des réponses plus que celles qu'on a aujourd'hui, qui sont plutôt des analyses d'études qui ont déjà été faites sur des plus petits groupes de personnes. Voilà. Oui, et notamment, je pense qu'on progresse beaucoup, mais aussi au plus on progresse, au plus on se rend compte du champ de ce qu'on ne connaît pas encore aussi, sur la façon dont les réactions inflammatoires sont séquencées et tous les médiateurs inflammatoires qui vont avoir un impact sur tout un tas de choses, La dont la recherche. glycémie. Oui, oui, oui. En Oui, cherchant, de toute manière, on peut que se poser plus de questions au fur et à mesure qu'on avance, ça c'est toujours, c'est bien. Bon, après, cet état-là de bilatéralité entre l'équilibre diabétique et la bouche et l'équilibre diabétique, il est connu. donc on a pas mal évoqué le cas des gencives. Vous avez dit que c'était peut-être la pathologie majeure. Il y en a d'autres aussi peut-être qu'on peut évoquer. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors, bon, il y a la carie. Alors, bon, les caries, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais en gros, c'est une déminéralisation de la dent, donc c'est la dent qui perd son intégrité. Euh, les diabètes qui sont déséquilibrés vont favoriser une salive qui est plus sucrée, qui est aussi moins présente et un peu plus visqueuse d'ailleurs, et qui vont considérablement augmenter le risque de carie. Pourquoi? Parce que la salive de base, bon, protège. Donc, s'il y en a moins, déjà, c'est pas un bon point. Et si elle est sucrée, elle apporte déjà un ingrédient nécessaire à la formation de carie. Donc la carie peut être favorisée par le déséquilibre du diabète. Il y a aussi tout ce qui est les affections fongiques, donc des mycoses, des candidoses au niveau de la bouche qui peuvent apparaître euh, parce que déséquilibre au niveau de la flore buccale, parce que aussi problème de salive. Euh, voilà, en gros les pathologies qu'on va retrouver, c'est celles-ci, c'est-à-dire problèmes de gencives, les problèmes de carie, les problèmes de muqueuse en général avec les mycoses qui sont peut-être un peu plus fréquentes. Et notamment, je ne sais pas si c'est un lien qui a été établi ou pas, qui est évoqué, qui est possible ou pas, puisque le sang, les liquides d'une manière générale ont tendance à être un peu plus acides lorsqu'on est en hyperglycémie et bon, dans un cas encore plus extrême, ce qui va pouvoir conduire à de l'acidocétose, etc. Est-ce qu'un environnement acide, c'est aussi un environnement dans lequel les bactéries et les mauvaises bactéries, a fortiori, se plaisent un petit peu plus?
Ce qui est sûr, c'est que pour une carie, par exemple, il faut un milieu acide. Le mécanisme de la carie il est un peu complexe, mais en gros, il est favorisé par un environnement qui sera plutôt acide. Après, ces liens-là, ils sont un peu complexes, ils peuvent se contredire aussi, parce que si on parlait de gencives, par exemple, ce serait peut-être pas le même raisonnement. Pour ce qui est de la carie, oui, en tout cas, il faut un environnement acide. L'environnement acide, plutôt, va favoriser la déminéralisation de la dent, puisque c'est ce que tentent de faire les bactéries quand c'est ce qui se passe pour faire une carie. Donc, mais après, pour aller plus loin sur le sujet, je ne saurais pas vous dire si vraiment ça peut avoir un impact direct lié. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'études sur le sujet, sur ce point de vue-là plus global. Bon, ça fera peut-être partie des choses qu'on validera ou qu'on invalidera dans les Voilà, années à exactement. venir. Dans les années à venir, oui, tout à fait. Et alors, par rapport à tous ces risques aussi et à tous les équilibres qui font qu'une bouche fonctionne correctement, est-ce qu'on peut peut-être évoquer le rôle de l'alimentation, qui je pense est assez important, et aussi tout ce pan justement de l'immunologie qui commence à être étudié, au rôle du microbiote, etc. Je pense que c'est des liens qui sont de plus en plus explicités et que c'est des choses qu'on peut mettre en avant déjà aujourd'hui. Est-ce que vous avez des... En fait, on peut les mettre en avant de toute manière pour à peu près on pourrait parler de n'importe quoi au niveau du corps. L'alimentation, dans tous les cas, c'est forcément central. Euh, au niveau de la bouche, en fait, si on parle système immunitaire, de toute manière, une bonne alimentation amène à un bon équilibre. S'il y a malnutrition, bon, dans un sens extrême, forcément, le système immunitaire, il est diminué. Si on mange peut-être mal, en cas d'un diabète déséquilibré, de toute manière, une fois que le système immunitaire est affaibli, même un tout petit peu, et le risque augmente. Donc après, même sans parler juste pour la bouche, bon, les conseils diététiques, ils sont assez basiques. C'est de pas manger en trop grande quantité tout ce qui est sucré, trop acide, trop sucré, en gros. Hein. De pas en abuser, en fait. Mais après, oui, très probablement, l'alimentation, bien sûr, si vous avez une alimentation équilibrée et que vous êtes en meilleure santé, de toute manière, tout ce qui va dans le sens de la bonne santé va forcément dans le sens de moins de risques de développer des pathologies. Donc la bouche n'en est forcément pas exclue. Oui, je pense que c'est encore ces deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a la dimension court terme de se dire que bon, si je mange très sucré, j'aurai peut-être des caries. Voilà, c'est un petit peu l'image qu'on a avec les enfants et les caries, par exemple. Et puis qu'il y a en effet tout ce travail de long terme et que réellement les deux sont importants. En fait, les deux sont très Bien sûr. complémentaires. Oui, il y a le côté immédiateté, certes pour les dents immédiatement, mais après, oui, oui. De toute manière, c'est toujours une histoire de long cours. Hein. C'est rarement une histoire de juste là maintenant. Il faut que ce soit quelque chose qui soit pris dans le temps et qui soit régulier, pas Mhm. juste de temps en temps. Oui, une façon positive de voir la chose qui est que quelque part, il est aussi jamais trop tard pour commencer à modifier des équilibres et même s'ils ont été peut-être mis en place depuis un certain temps. Oui, il est jamais trop tard de toute manière. Ça marche pour plein de choses. Et il est jamais trop tard, au contraire, puisque en général, il y a une espèce plus on avance en âge et moins on peut se permettre le delta un peu qu'on a quand on est plus jeune ou peut-être le corps répond mieux. Il est jamais trop tard pour changer des habitudes, pas du tout. Et alors, est-ce que vous constatez, bon, au-delà du diabète de type 1, où on n'a pas une explosion proportionnellement des cas par rapport à la population, mais un peu plus dans le cas du diabète de type 2 et le changement des habitudes et de l'hygiène de vie de manière générale, Oui. est-ce qu'on observe du coup plus de problèmes bucco-dentaires de ce fait-là? Alors, c'est dur à dire parce que en fait, déjà même les études sur l'hygiène bucco-dentaire, sur l'état bucco-dentaire des Français ou dans le monde en général, c'est quelque chose qui est mené depuis pas très très longtemps. Et les choses ont avancé très vite dans les 20-30 dernières années, même plutôt 20 dernières années. Et je pense pas qu'il y ait une explosion. Je pense qu'on détecte mieux qu'avant déjà. On cible mieux les problèmes, on sait mieux les soigner, on sait mieux les détecter plus précocement, on a plus d'outils de diagnostic.
Aujourd'hui, en cabinet de ville, on peut vous faire des scanners, des radios, plein de choses qui font qu'on prend mieux en charge la santé des patients et les patients se prennent aussi certainement mieux en charge, que ce soit dans l'hygiène à la maison ou dans le fait d'être suivi chez le dentiste. Il y a encore pas très longtemps, il y a le temps de vos grands-parents peut-être, on allait chez le dentiste quand on avait mal. Sinon, ce n'était pas un sujet d'aller juste dire bonjour au dentiste pour le plaisir, parce que ce n'était pas une partie de plaisir. Donc, ce serait dur de faire un espèce de parallèle sur vraiment un long terme. Mais je pense pas que, je pense que l'hygiène, quand même, va dans le bon sens et qu'il n'y a pas une explosion des problèmes bucco-dentaires des patients particulièrement. Ok, oui, parce qu'on apprend à... Il y a plus de prévention qu'avant déjà. Les gens, ils vont plus volontiers chez le dentiste. Donc, Ok, les choses, quand elles sont prises au début d'un petit stade pathologique, elles sont toujours mieux soignées. Donc, ok, oui, donc il y a à la fois une prise en charge individuelle qui est meilleure et il y a aussi une meilleure capacité à repérer et réparer aussi ce qui... oui, oui, bien sûr, parce que après, ça dépend ce qu'on entend par pathologie des patients qui augmenterait. Mais si on pense, je reprends vos grands-parents, peut-être qu'il leur manquait plusieurs dents et que c'était moins un sujet qu'aujourd'hui c'en serait un. Que à l'époque, et à l'époque, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on aurait dit, bah, c'est pas grave, on fait un dentier, un appareil, que sais-je. C'est pas dit que aujourd'hui, ce soit encore le cas pour les gens qui, là, vont vieillir dans pas longtemps, dans 20 ans, ils ont 70 ans, c'est pas sûr qu'ils aient tous un appareil avec des dents. Peut-être qu'ils auront été mieux pris en charge, qu'on aura plus réussi à conserver leurs dents. Pendant longtemps, les dents, c'était les dents, quoi. C'est-à-dire que c'était un sujet à part, c'était pour manger et c'est tout. Et Mhm. peut-être que c'est même sûr, aujourd'hui, on détecte beaucoup mieux les problèmes qui sont autour des dents, donc parodontaux, et donc on soigne plus la bouche dans son ensemble. Et alors, on pourrait dire que oui, statistiquement, il y aura plus de gens qui ont des problèmes de gencives aujourd'hui, puisqu'on le détecte beaucoup plus, qu'on sait mieux le soigner, qu'on sait mieux le détecter. Après, de vous dire qu'il y a une explosion, je ne sais pas. En tout cas, c'est un vrai sujet, ça c'est sûr. Et alors, comment est-ce qu'on explique ces différences entre la France et d'autres pays? Est-ce que ça vient peut-être de l'éducation qu'on a à ces sujets-là? Ça marche pour à peu près tous les produits d'hygiène. On n'est pas excellent en France sur l'hygiène. Et l'hygiène bucco-dentaire, elle est quand même volontiers un peu à part. Euh, Par exemple, le fil dentaire qui est d'une banalité dans plein de pays. En France, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que vous allez même dans un hypermarché, vous allez trouver plein de brosses à dents, vous allez trouver plein de dentifrices. Mais à côté de ça, pour trouver des brossettes intradentaires, du fil dentaire, d'un coup, il y a beaucoup moins de choix. Parfois, il n'y en a pas. Pour ce qui est des brossettes intradentaires, il n'y en a pas dans toutes les grandes surfaces. Euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je pense que peut-être qu'on n'est pas bon sur la prévention au niveau bucco-dentaire. Peut-être que ça va dans le bon sens quand même. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans les écoles, dans la population générale par l'augmentation de la prise en charge, chez l'augmentation de la fréquence des visites chez le dentiste quand même. À tous ces moments-là, c'est des moments de prévention. On peut échanger avec son dentiste sur l'hygiène bucco-dentaire. Mais oui, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire sur la fréquence des brossages, la fréquence avec laquelle on doit changer sa brosse à dents. Sa brosse à dents, on n'attend pas qu'elle ait les poils qui se disent au revoir dans un sens et dans l'autre pour la changer. Il Mhm. faut le faire fréquemment. Bon, il y a matière à s'améliorer niveau hygiène, c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être une petite checklist des choses à vérifier? Donc, il y a déjà bon, la façon de se brosser les dents, ça on en a parlé. Ouais. Le fait de savoir quel est le... Bon, il y a l'intention et puis il y a le résultat. Vous parliez tout à l'heure de... j'ai perdu le nom. Il y a un révélateur de plaques. Le révélateur de plaques. Bah, ça, c'est pas Euh, mal, hein. Oui, Ça, j'ai c'est pas jamais... mal. Alors, en général on le réserve aux enfants quand ils sont plus jeunes pour leur montrer où est-ce qu'ils ont brossé, pas brossé. Il n'y a pas d'âge pour le révélateur de plaques. C'est un très bon moyen didactique pour soi-même de savoir si on a bien brossé, pas bien brossé. Est-ce que ça change d'augmenter le brossage de 30 secondes par rapport à une minute et demie? Déjà, ça change beaucoup de choses. Mhm. Et de voir les endroits où on ne passe pas. Alors, l'inconvénient pour ça, c'est qu'il faut s'équiper quand même d'un petit miroir de bouche pour arriver à aller voir un peu partout dans sa bouche. Ouais, Donc, c'est à peu près le seul inconvénient, mais je suis sûr que ça se trouve très facilement sur Internet, un peu partout. oui. Euh, oui, oui, le révélateur de plaques, c'est un très très bon moyen pour voir si on a bien brossé ou pas. Ok.
Alors bon, on s'assure aussi qu'on fait bien ces 2 visites annuelles du Oui, coup chez son dentiste. oui, Et oui. Quitte à demander à son dentiste qui vous rappelle lui, quitte à vous le mettre dans l'agenda, mais je vous dis surtout quand ça va, en fait. C'est y aller quand ça va, c'est très bien, parce que c'est-à-dire que s'il y avait une petite chose, un début de quoi que ce soit, de carie, peu importe, c'est pris à un stade qui est tout petit, donc c'est toujours mieux. oui, et aussi on ne suppose pas qu'on aura mal en allant chez le dentiste parce que Oui, alors c'est ça une c'est vieille idée dur. qui... Mais oui, c'est difficile. Je sais, c'est dur, c'est jamais. On part pas chez le dentiste comme on part en thalasso, mais en vrai, normalement, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de raisons. Je veux dire, bon, il y a 1000 raisons d'en avoir peur et de pas être à l'aise d'aller chez le dentiste. Après, ce qui est sûr, c'est que, enfin, on anesthésie les patients, donc de la douleur, il y en a pas. Euh, il ne faut pas hésiter à aller chez le dentiste. Surtout qu'en plus, un rendez-vous de contrôle, en général, ça s'apparente à on se dit bonjour, on fait un détartrage, on vérifie les dents. Si on a un doute, on fait une petite radio ou une plus grande radio, peu importe. Mais je veux dire, c'est pas, c'est un rendez-vous qui est assez tranquille, hein. C'est pas l'horreur, quoi. Je sais que ça va pas toujours bonne presse. Et le dentiste, pour ça, on a toujours l'inconscient collectif qui dit qu'on va avoir très très mal et que ça va être horrible, mais c'est pas le cas. Après, bon, il y a plein de raisons, hein. Honnêtement, pendant longtemps, enfin, le dentiste, mais comme plein d'autres spécialités médicales, hein, je veux dire, avant l'anesthésie, avant plein de choses, bon, du coup, c'est resté un peu comme ça dans l'inconscient collectif de génération en génération, comme l'endroit horrible où on va si on se brosse pas les dents et qu'on a des caries, quoi. Oui, oui, et aussi, alors qu'à l'inverse, ben, je pense qu'au plus on est suivi et au mieux on est suivi, au plus ça évite ces moments Ça, c'est le douloureux. côté, alors, le côté vicieux de l'affaire, c'est que plus vous avez peur du dentiste, moins vous y allez, plus quand vous y allez, il y a des choses à faire, du coup, plus vous trouvez ça assez désagréable, et puis bon, voilà. Donc, le but, c'est, je dis, d'y aller quand ça va. Tous les 6 mois, même si ça va très bien, au contraire, vous y allez. Il y a toujours un truc à faire, un peu de tartre à enlever, et sinon, discuter d'autres choses, de prévention, de sa bouche. 2 fois par an, c'est très, très bien. Et alors, au niveau de la prévention, qu'est-ce qui a changé peut-être, je dirais, enfin, dernièrement ou ces 10, 15, 20 dernières années? Et qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait être mis en place dans le futur? Alors, la prévention, quand même, ça va dans le bon sens. Il y a du chemin à faire, mais ça va quand même dans le bon sens. Mhm. Déjà, ce qui est pas mal pour les pathologies qui sont chroniques, donc qui concernent pratiquement tous les diabétiques, ça c'est le généraliste en général qui le fait, mais ils sont ce qu'on appelle en ALD, c'est-à-dire en affection de longue durée, avec une prise en charge à 100% pour les soins qui ont un rapport avec leur pathologie. En l'occurrence, pour un patient diabétique, à ce moment-là, quand il va chez le dentiste pour des soins, c'est l'assurance maladie qui va prendre en charge à 100% le soin qui est fait, ce qui change pas grand-chose pour un patient qui a une mutuelle, puisque les soins sont remboursés, hein. Quand on a une mutuelle de base à 100%, les soins sont tous remboursés. Les prothèses, c'est à part, mais pour les soins, c'est le cas. La chirurgie, les détartrages, les contrôles, les caries, tout ça, c'est remboursé. Pour ceux qui n'ont pas de mutuelle, c'est une grande avancée parce que ça veut dire que du coup, c'est plus un sujet d'argent d'aller chez le dentiste, mais on peut tous se faire soigner chez le dentiste. Enfin, les patients qui sont en ALD, je parle là des patients qui sont diabétiques, aller chez le dentiste en évacuant déjà le sujet financier, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet déjà de pouvoir faire venir tous les patients chez le dentiste qui sont diabétiques, donc, sans parler d'argent. Après, au-delà de ça, et ça c'est assez récent, ça fait juste quelques années, c'est très court, il y a des prises en charge particulières qui sont prises en charge par l'assurance maladie pour justement faire des bilans qu'on appelle parodontaux, donc des bilans de tout ce qui se passe autour des dents, gencives et os, spécifiquement pour les patients diabétiques, pour pouvoir justement détecter au plus tôt et au mieux les problèmes de gencives. Et ça aussi, c'est l'assurance maladie qui le rembourse, ainsi que certains soins. Après, les soins parodontaux sont de base très mal pris en charge par l'assurance maladie, voire pas. La plupart du temps, pas, à part le détartrage en gros. Ok. Donc, l'intérêt aussi, il est là, c'est que
plus on va attendre et avoir des problèmes au niveau parodontal, donc gencive os, plus on va devoir entrer dans des traitements qui sont plus complexes et plus onéreux et mal pris en charge. Donc, faire son détartrage tous les 6 mois, faire son contrôle tous les 6 mois, ça permettra de ne pas se réveiller un matin en se disant mince, enfin, votre dentiste vous dira jamais un jour ah mince, vous avez un truc horrible qui vient d'arriver, on s'est vu il y a 6 mois, il n'y avait rien. Pour ce qui est des gencives, je parle, qui soient irrécupérables, ça n'arrivera pas. Mmh. Ça permet d'avoir une prise en charge précoce. Ok, donc ça, c'est déjà une grosse partie de toute la prévention, c'est déjà de faire ces visites. Oui, 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 oui. Ouais, Et quand même, il faut noter que l'assurance maladie va dans le bon sens sur ces sujets-là. Bon, il y a pas assez de remboursement sur le terrain des gencives, c'est sûr. Mais déjà, cette consultation-là, euh, le fait que ce soit pris à 100% en ALD, c'est déjà des sujets qui sont importants et c'est des signaux qui sont très positifs quand même, qui sont envoyés par l'assurance maladie sur ce terrain-là. Ok. Et alors, je voulais revenir sur deux aspects très pratico-pratiques dans ce qu'on a évoqué. C'est des questions que chacun peut bien évidemment poser à son dentiste, mais on n'a pas forcément le temps ou la présence d'esprit de les poser au bon moment. Par rapport au choix d'une brosse à dents, je suis concernée par ces gencives qui sont un peu fragiles. La logique que j'ai, c'est de prendre des brosses à dents qui sont très très souples. Et notamment, il y a une marque que j'ai plus en tête, mais en tout cas, voilà, ça c'est un peu la logique que j'essaie de suivre. Est-ce que vous pouvez du coup vous donner votre avis sur ces sujets-là? C'est une excellente question. Là, le type de brosse à dents, c'est une très bonne question. Déjà, basiquement, on va retrouver des brosses qui sont électriques et des brosses qui sont manuelles. Oui. Alors, pour un patient, en général, lambda, l'électrique, il n'y a pas de souci, c'est très bien, ça fait très très bien le job. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui brosse et pas vous. Donc, c'est-à-dire qu'une brosse en électrique, le brossage doit être quasiment un peu ennuyeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller frotter en plus. Hein. Donc, on passe sur chaque face, chaque dent, partout. Pour les problèmes de gencives que vous évoquiez là, la brosse à dents souple est tout à fait indiquée. Elle est même tout à fait recommandée. C'est-à-dire que les gencives sont fragiles, hein, ce sont des muqueuses, c'est fin, ça n'a pas besoin d'être surdécapé ou surbrossé. Une brosse à dents manuelle suffit amplement à nettoyer les dents quand on mène 2 brossages par jour. Hein, le but, ce n'est pas d'aller enlever des morceaux de quelque chose qui serait collé à des dents. Il n'y a pas de sens à avoir une brosse à dents qui est dure de toute manière, d'ailleurs. Donc, si on devait un peu grossir le trait de ce que je viens de dire, et si on schématisait les patients en 2 catégories, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de gencives et ceux qui auraient plutôt des problèmes de caries, ou ceux qui n'ont pas de problème de gencives, la brosse à dents électrique, c'est très, très bien, à condition de la laisser travailler elle-même. La brosse à dents manuelle, pareil, c'est très bien, mais c'est beaucoup plus indiqué pour les problèmes de gencives qu'une brosse à dents électrique qui serait plus agressive. La brosse à dents souple va permettre quand même de nettoyer réellement, en fait, par un mouvement un peu de rouleau, de la gencive vers la dent, donc comme je disais tout à l'heure, pour vraiment nettoyer même la zone qui est entre la gencive et la dent, et en redescendant pour faire comme un mouvement de rouleau et faire évacuer un peu ce qu'il pourrait y avoir entre la gencive et la dent en termes de bactéries. Ok, donc la brosse à dents manuelle souple, à condition de le faire correctement et à une bonne Ouais. fréquence, Oui. c'est un bon, Ah oui, non, mais c'est la un bon brosse à dents choix. manuelle, elle fait très bien le travail. Mhm. Elle fait très, très bien le travail. Ce qui compte, c'est l'opérateur, c'est celui qui le fait. Oui, Donc, on peut brosser très, très bien avec une brosse souple. La brosse dure, pour ce que ça me concerne, mon opinion personnelle, la brosse à dents manuelle dure, elle existe que pour rassurer les gens sur leur brossage, mais elle n'a pas d'intérêt réel. Puisqu'en vrai, à part être très agressive, il n'y a rien à les gratter sur les dents, encore une fois. ouais. Hein. Brosse à dents électrique, très bien. Sans insister, si on a des problèmes de gencives, c'est peut-être pas la meilleure indication. Voilà. Ok. Et alors, le deuxième point, c'était cette petite brosse, du coup, dont Et vous la parliez brossette aussi. dentaire, oui, tout à fait. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, moi, à titre personnel, je pense qu'on n'est pas... enfin, j'ai pas tellement été sensibilisée. Et Mhm. j'ai déjà essayé, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'on cherche et comment savoir si on doit le faire ou comment bien le faire. Ouais. Voilà, tout ça. Alors, la brossette interdentaire, c'est un atout incroyable pour l'hygiène bucco-dentaire. Pourquoi? Parce que d'abord, la brosse à dents, elle ne passe pas entre les dents.
C'est pas vrai. La brosse à dents, elle ne peut pas aller entre vos dents pour nettoyer, même s'il y a des petits poils fins, tout ça. Elle va un petit peu caresser l'espace interdentaire peut-être, mais elle n'y pénétrera pas. Impossible. Donc, si vous voulez, quand vous brossez vos dents, vous oubliez forcément, même avec toute la bonne volonté du monde, une surface quand même qui est importante, qui est la surface qui se fait face, donc la surface interdentaire, là où les dents se rejoignent, cette petite triangle de gencive qu'on voit entre chaque dent, qui doit être nettoyé. Alors, il doit être nettoyé et encore plus chez les patients qui ont des problèmes de gencive. Chez les patients qui ont des problèmes de gencive, le nettoyage interdentaire, il est capital. C'est le patient, on peut lui faire tous les traitements du monde. Il y a une énorme partie du travail qu'il réalise lui seul avec lui-même dans sa salle de bain. C'est pas votre dentiste qui va venir vous détartrer ou nettoyer l'espace interdentaire tous les jours, c'est à vous de le faire. Donc ça, la brossette interdentaire, c'est vrai que c'est pas facile d'utilisation au départ. Pour la choisir, c'est bien de la choisir avec le dentiste parce qu'on a des moyens pour mesurer un peu l'espace interdentaire et voir laquelle serait la plus indiquée. Mais en gros, l'idée générale, c'est que la brossette passe de part en part, sans avoir à forcer, tout en sentant que ça nettoie, donc sans qu'elle soit trop fine. Pas qu'elle soit trop grosse, c'est-à-dire qu'elle doit quand même passer sans qu'on ait à appuyer très fort et traverser. Souvent, il y a un saignement qui apparaît. Parce là, je vous parle surtout de patients qui ont des problèmes de gencives. Ce saignement, il ne doit pas arrêter, il ne doit pas nous freiner, parce qu'en fait, à moins de s'être fait mal, donc c'est évidemment, si on met la brossette, qu'on force, qu'on dérape et qu'on se fait mal, ça saigne, ça, pas de problème, c'est normal. Mais s'il y a un saignement qui est là alors qu'on est simplement passé, c'est qu'il signe un état inflammatoire. Et cet état inflammatoire, maintenant qu'on sait qu'il est là parce que ça saigne un petit peu, au contraire, c'est très bien, ça saigne, parfait, on continue, on nettoie, et puis quand on repassera la brosse, on se réappliquera à passer jusqu'à ce que les gencives reprennent un état normal. Mais le saignement ne doit pas être un signe que forcément, souvent les patients s'arrêtent là en fait. Ils disent non mais la brossette, c'est désagréable, en plus ça me fait saigner, donc ça va aggraver mon problème. Alors, si c'est pas en se blessant que ça a saigné, ça ne va pas aggraver le problème. Mais de toute manière, les manœuvres d'hygiène, elles aggravent rarement les problèmes. Ok, donc ça c'est un réflexe Ça, utile à c'est prendre. difficile à mettre en place. En général, les patients qui ont eu... Alors, il y a des dentistes qui sont spécialisés dans les prises en charge des gencives. Et en général, les patients qui ont eu ce genre de prise en charge sont après très au fait de ce qu'ils doivent faire à la maison et le font volontiers parce qu'ils en ont compris l'utilité. Après, dans l'absolu, c'est une très très bonne habitude que de nettoyer les espaces interdentaires. Le fil est un bon allié aussi, hein, notamment pour les dents devant ou là où ça passe pas, ou pour les patients qui font des caries. Le fil, c'est une bonne chose parce que ça va nettoyer vraiment le point de contact entre les deux dents, où parfois une carie se développe et va finir par faire une carie sur les deux dents qui se touchent. Donc ça, le fil dentaire pallie à ce problème-là. Okay. Bon, la panoplie, elle est large quand même, au-delà de la brosse à dents. Oui, donc ça reste, j'imagine, à adapter aussi au cas de chacun, en parler avec son dentiste, et aux j'imagine. habitudes de chacun. Après, quand c'est trop compliqué, on peut pallier. Il y a plein d'autres solutions pour retrouver un espèce de compromis, même en termes de dextérité, parce que des patients, déjà, il y a des patients, soit pour des pathologies, soit simplement parce qu'ils sont âgés ou trop petits. Pour aller nettoyer quelque part, c'est plus complexe. Il y a des jets interdentaires comme des petits Karcher pour aller nettoyer. Des solutions, il y en a plein. Il y en a plein. Après, ça, c'est vraiment cas par cas et ça dépend un peu de s'il y a pathologie, de quelle pathologie on parle. Est-ce qu'on a un problème plutôt de carie? Est-ce qu'on a des problèmes plutôt avec nos gencives? Et donc, après, d'adapter à chacun ses manœuvres d'hygiène pour essayer de réduire le risque de continuer à développer ces pathologies-là. Oui, puis je pense que comme pour beaucoup d'habitudes ou de bonnes habitudes, c'est bien d'y aller déjà pas à pas, de voir où est-ce Oui, qu'on en est et de oui, faire les choses petit exactement. à petit. Exactement, pas se challenger, c'est pas grave si ça prend du temps. Si on passe de je me brosse les dents, tous les matins j'y pense, mais le soir, un soir sur deux, il faut que je passe la brossette, le fil, la brosse à dents 2 fois par jour, 2 minutes, ça va faire beaucoup de changements d'un coup. Donc, Oui, c'est pas grave. Le tout, c'est de commencer à prendre de bonnes habitudes et d'y aller à son rythme.
Oui, oui, c'est pas facile d'ancrer des habitudes ou de Non. modifier des habitudes qui sont vraiment ancrées. Et Donc, surtout sur des routines, je veux dire, on est tous dans le même lot. C'est-à-dire que souvent, le brossage le matin, bah, il est entre je viens de me lever, je pars au travail, ou les enfants, il faut les déposer à l'école. Et donc, c'est des moments qui sont en plus assez rythmés en général. Donc, mhm. aller réinstaurer quelque chose de plus à l'intérieur, c'est jamais très facile. Donc, il faut prendre son temps, le faire en cohérence avec son quotidien, sans se mettre une pression folle, mais en gardant un objectif au moins moyen terme pour arriver à tendre vers ces habitudes-là. Du coup, un autre point important de la panoplie qu'on n'a pas abordé, c'est celui du dentifrice. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'alterne avec un dentifrice que je fais à partir d'huile de coco, de charbon actif et d'un petit peu d'huile essentielle de tea tree. Il y a beaucoup de questions par rapport au fluor dans le dentifrice. Ouais, je ne sais pas s'il y a une sorte de point de vue officiel par rapport à cette question-là aujourd'hui. Si, il y en a bien sûr. Alors, le fluor a eu mauvaise presse parce que par le passé, il a été mal utilisé, trop facilement utilisé. Enfin bon, il y a eu une petite période où on donnait volontiers des comprimés de fluor aux enfants pour des histoires de caries, etc. Bon, on en est complètement sorti. Hein. Les comprimés fluorés que le pédiatre donnait systématiquement, ça se fait plus, sauf dans des cas très précis où c'est nécessaire. Euh, il faut bien comprendre que le fluor, c'est un vrai allié pour la bouche, pour les dents, hein, pour les dents. Euh, contre les caries. C'est indéniable. On peut reprendre tout dans tous les sens, toutes les études. Un dentifrice fluoré, ça diminue le risque d'avoir des caries. Donc, c'est tout à fait indiqué pour des patients qui auraient plus facilement des caries. Il y a des dentifrices qui sont bifluorés, très connus. Euh, bon, honnêtement, le fluor dans les dentifrices, euh, avant que ça puisse être dangereux, peut-être qu'il faudrait avaler le dentifrice en entier, le tube, Oui. mais normalement, en tout cas à l'âge adulte, en pleine possession de ses capacités, le dentifrice, on le recrache. Alors, bien sûr, tout est discutable, il y a toujours une partie qui va passer, pas passer, que sais-je. Mhm. Honnêtement, on parle de choses qui sont dans des proportions qui sont minuscules. Donc ça, et pour revenir sur les proportions, donc les laboratoires pharmaceutiques ou les fabricants de dentifrice adaptent en fonction des âges les quantités de fluor dans les dentifrices. Dernière chose aussi d'ailleurs qu'on n'a pas abordé, mais le dentifrice, il n'y a que dans la pub où ils mettent la quantité énorme, ça n'a aucun intérêt. Oui. De rien. Donc pour les enfants, en général, on dit c'est taille d'un petit pois, hein, donc c'est pas grand-chose à donner. Et pour un adulte, c'est juste un tout petit peu, l'équivalent d'un ongle sur la brosse à dents, c'est suffisant. Hein. Oui. Mais le fluor, il faut pas le voir comme un ennemi suprême. Je sais qu'il a mauvaise pub et qu'en plus on est dans une espèce quand même de vague où beaucoup de gens veulent faire eux leur dentifrice, comme vous le soulignez vous, mais il n'est pas à jeter. Hein. Mhm. Il n'est pas à jeter. Et j'ai presque envie de dire, le schéma que vous faites, en fait, en faisant votre dentifrice, vous, le fait de l'alterner, c'est un bon point. Parce que, bon, de toute manière, personnellement, j'ai pas d'avis parce que je saurais pas vous dire vraiment si, par exemple, le fait de faire son dentifrice avec tel ou tel produit, c'est un bon point ou pas. Ce que je sais, c'est que nettoyer, c'est un bon point. Que si vous n'avez pas de problème particulier, de pathologie à suivre, que ce soit parce que vous faites des caries très fréquemment ou que vous avez des problèmes de gencives, le fait d'alterner, ça ne peut pas faire de mal. Après, pour revenir à ce que vous disiez sur le dentifrice que vous utilisez donc pour vos gencives, le parodontax, il y en a plein d'autres, hein, on dit parodontax, mais en vrai, Oui. en fait, on pourrait un peu, pareil, dans la même dualité, scinder les dentifrices qui sont pour les gencives, les dentifrices qui sont plutôt pour les patients qui vont faire des caries, et après, il y a les dentifrices pour les sensibilités. C'est les trois grandes familles de dentifrices. Hein. Ça, c'est adapté aux patients, euh, voilà, selon au cas par cas. Voilà. Alterner les dentifrices, c'est une très bonne idée aussi. Oui, puis comme pour beaucoup de choses, il n'y a pas forcément un dentifrice qui est le meilleur, il y a celui qui est adapté à sa propre situation. Exactement. Il n'y a pas un dentifrice royal qui détrônerait tous les autres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes qu'on n'aurait pas abordées ou peut-être pas assez soulignées? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, je pense que je l'ai dit en introduction, mais
Euh, tout ce dont on a parlé, donc les complications du diabète, donc on a évoqué les problèmes de gencives, les problèmes de carie, la diminution de la salive qu'on a un petit peu passé, mais bon, en plus les liens sont sont moins bien établis. Mhm. Ça concerne les patients dont le diabète n'est pas équilibré. Tout ce qui va dans le sens d'un équilibre diabétique, glycémique, fait tendre le patient vers la population générale classiquement. Nous, quand on prend en charge au cabinet un patient qui est diabétique, pour nous, un patient dont l'hémoglobine glyquée est correcte, dont l'équilibre est correct, est traité, est soigné exactement de la même façon qu'un patient qui n'est pas diabétique. On va toujours poser un œil un peu plus affûté sur certains points, évidemment, ceux qu'on a évoqués, mais dans l'absolu, le fait que son équilibre soit bon annule un petit peu tout ce qu'on vient de dire sur les complications bucco-dentaires du diabète. Oui, une fois qu'on a à peu près équilibré son diabète, il n'y a plus forcément tant de problèmes et de complications Pour ce qui est potentielles. de la sphère bucco-dentaire, c'est certain. Un patient qui est équilibré tend vers la population générale tant qu'il est équilibré. C'est un point qui me paraît assez important. Après, on a pas mal parcouru le sujet, je pense. Bon, ok, donc du coup, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à remettre en question ses habitudes si nécessaire, Et à questionner son dentiste, parce que il n'y en a pas toujours le temps, parfois, où même le dentiste, lui, il ne va pas forcément toujours aller vers ce sujet-là. Donc, il ne faut pas hésiter à en discuter avec son dentiste, même juste d'hygiène, ou en étant diabétique, même en étant équilibré, de reposer des questions à son dentiste pour voir un petit peu, dans son cas personnel, qu'est-ce que ça pourrait faire au niveau de ses dents, comment lui peut le surveiller à la maison, est-ce que la fréquence avec laquelle il voit son dentiste est bonne. Ça, faut pas, vraiment, il faut en discuter. Oui, au final, c'est un petit effort qui évite beaucoup Non, de choses complètement. désagréables pour la suite. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut parler avec son dentiste. C'est pas le meilleur endroit, on dirait, pour parler. C'est vrai, on a la bouche ouverte, on est là. C'est pas grave, il faut aborder ces sujets-là. Ils sont vraiment importants. Ok. Bah, merci beaucoup, docteur Péglion, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout un tas de choses. Bon, portez-vous bien. Passez Super. un bon week-end. Merci, Bonne journée. à très vite, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a appris plein de choses dans cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre les liens entre équilibre glycémique d'une part et pathologie bucco-dentaire d'une autre. Et puisqu'il y a plein de conseils dans cet épisode, le mien, c'est d'appliquer la méthode des petits pas. Autrement dit, ne vous lancez pas dans un brossage 3 fois plus long, dans l'utilisation du fil dentaire, du révélateur de plaques et dans les 2 rendez-vous par an, si vous ne faites rien de tout ça aujourd'hui. En voulant en faire trop, on risque souvent de s'essouffler, de finir par laisser tomber et d'avoir l'impression d'avoir fait plein d'efforts pour rien. Et cette méthode des petits pas, très facile à comprendre, mais souvent difficile à appliquer, pour moi, c'est l'un des 10 réflexes les plus importants pour réussir à mieux gérer et mieux vivre le diabète de type 1. J'en parle d'ailleurs dans l'e-book du même nom que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement sur mon site internet happy-diabetes.com et plus particulièrement sur la page happy-diabetes.com/ebook EBOOK. Happy Diabetes a une mission, vous aider à mieux comprendre, mieux gérer et mieux vivre le diabète de type 1. Et j'espère que cet épisode vous y aura aidé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. En lui mettant 5 étoiles sur iTunes, en parlant autour de vous, et bien sûr, en le partageant directement via vos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés, et à très vite pour le prochain épisode.